Voilà, ben, écoutez, chers amis, aujourd'hui, à la séance du séminaire de la Société des études arméniennes, nous recevons donc Anoush Der Sarkissian qui va nous parler des Arméniens de Californie. Voilà, et plus Voilà, précisément Anoush, soviétique et post-soviétique. Voilà. je te laisse préciser le sujet. Donc, Anoush, qui est enseignante à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Et tu peux partager ton écran si tu le souhaites. Oui, je vais d'abord commencer par vous remercier de votre présence. Je voudrais également prendre quelques instants pour saluer chaleureusement le travail de la Société des études arméniennes qui permet à ce séminaire d'exister. Et je trouve que c'est un espace qui est précieux parce qu'il suscite des dialogues entre des terrains, des objets d'études parfois très différents en lien avec le monde arménien. Voilà. Et puis une petite incise. En préparant la rencontre de ce soir, je me suis souvenu que la première fois que j'avais communiqué au tout début de ma thèse, je revenais de mon premier terrain, et bien bah, c'était aussi à la SEA que j'avais présenté. Et donc, d'une certaine manière, la séance d'aujourd'hui peut être le prolongement de cette conversation que nous avions engagée il y a quelques années déjà. Et pour moi aussi, c'est une manière de faire un point d'étape dans mon travail. Donc vraiment, je vous suis très reconnaissante de me donner cette opportunité. Alors, je vais partager mon écran et c'est là que les choses commencent. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Pas mon écran, mon PowerPoint, c'est ça qui est important. Oui, Voilà. oui, oui, on voit ton diaporama là. Très Tout à bien, fait. merci beaucoup. Alors, donc, en guise d'introduction, je voudrais donc situer ce travail. Donc, je suis angliciste américaniste, comme tu l'as dit, Anaïd, et ma thèse, elle est inscrite dans ce qui s'appelle les études, enfin, en études anglophones, en civilisation états-unienne. Voilà. Dans ce travail de recherche, j'étudie les frontières internes du groupe diasporique arméno-américain de Californie, en empruntant notamment aux outils de l'enquête ethnographique. Et donc, je m'appuie essentiellement sur une enquête dite multisituée dans les espaces arméno-américains de Californie et sur une centaine d'entretiens biographiques avec des personnes s'auto-identifiant comme arméniennes, donc des immigrés de première, deuxième et troisième génération. Et pour les immigrés, enfin pour les répondants immigrés, j'ai ciblé un échantillon de personnes arrivées à des époques différentes, des années 40 aux années 2000, et originaires de foyers différents, Allemagne, Arménie, Azerbaïdjan, Égypte, France, Inde, Irak, Iran, Liban, Suède, Syrie, Turquie. Je crois que j'ai oublié personne. Ah, c'est Argentine. Alors, je m'intéresse au cas de la Californie. Alors, pourquoi la Californie? Vous allez me dire. Eh bien, parce que la Californie est un laboratoire passionnant, à la fois parce qu'elle est devenue un espace majeur de présence immigrée, hein, c'est le premier État immigré aux États-Unis, et c'est aussi devenu, depuis les années 60, un espace de concentration de la présence arméno-américaine, abritant plus de la moitié des Arméniens des États-Unis. Hein, donc aujourd'hui, en Californie, se trouvent, grosso modo, selon le recensement, hein, 56% des Arméniens américains. Et donc, surtout à Los Angeles, puisque LA County, hein, le comté de Los Angeles, à lui seul, il concentrerait 42% de la population arméno-américaine. Alors, bien évidemment, cette visibilité, elle se traduit bon, là, dans le recensement, elle va se traduire aussi de manière multiforme dans les espaces urbains, les espaces marchands, la culture populaire, la politique locale. Alors ici, je vous ai préparé un petit florilège, quelques illustrations de cette présence multidimensionnelle. Donc là, par exemple, vous avez une fresque murale à Little Armenia, We Are Still Here, qui a été réalisé en 2015. Vous avez en bas la rue qui a été rebaptisée Artsakh à Glendale. Vous avez le signe Little Armenia à Hollywood. Vous avez à droite aussi un passage avec trilingue en espagnol, en anglais, en arménien.
d'autres aussi. Voilà. Alors bien évidemment, hein, cette présence, elle est plus ou moins saillante, plus ou moins discrète, et selon l'œil attentif de l'observateur. Et donc là, par exemple, la langue aussi, elle est présente. Alors là, ce qui est intéressant, par exemple, dans la photo de gauche, on est à Macy's, donc c'est un peu l'équivalent des galeries Lafayette. Et donc, à Macy's, vous voyez, vous avez, on vous demande de ne pas ouvrir les paquets en arménien. J'ai trouvé également intéressant, par exemple, Trader Joe's, qui est en fait une chaîne californienne, un peu l'équivalent de notre Naturalia en France, voilà, qui vend du lavache. Voilà. Là, en 2008, pour les élections, vous voyez, vous avez aussi l'arménien qui apparaît sur J'ai voté. Et puis aussi, quelque chose que je trouve assez drôle. Alors, je ne sais pas, Naïd, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? On est dans un supermarché à légumes et on est dans une translittération, j'imagine, hein, Dashti Tomatoes pour Field Grown Tomatoes. Donc c'est Tashti, Dashti Tomatoes. Voilà, donc ça rentre presque, enfin, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas arménophone ne comprendra pas en soi et il appelle ça, voilà, Dashti Tomatoes. Donc je trouve ça intéressant. Et donc, autre caractéristique aussi, hein, la Californie arménienne est devenue une diaspora, deux diasporas avec des Arméniens qui sont les descendants des premières vagues au XIXe siècle et des immigrés plus récents, des foyers divers. Donc là, vous voyez, par exemple, hein, sur ce graphique aussi, Arménie, Iran, Liban, Syrie, Turquie, Irak, Russie, Égypte, etc., etc. Alors, le sujet d'aujourd'hui sur les Arméniens soviétiques et post-soviétiques n'est pas le cœur de ma thèse, mais c'est plutôt un point qui m'a donné du fil à retordre. Et c'est aussi voilà, un work in progress que je vous soumets. Et c'est un point qui sera plutôt développé en fait dans ma thèse comme une illustration consacrée à la manière dont les politiques migratoires, des discours aussi peuvent, des discours publics, médiatiques peuvent travailler, façonner des dynamiques intragroupes et comment des frontières internes que l'on a vite fait de qualifier de culturelles sont plus complexes qu'il n'y paraît. En effet, a priori, on est tenté d'expliquer les différences intra-arméniennes par les origines nationales, des héritages historiques, les Arméniens d'Arménie versus les Arméniens d'Iran versus les Arméniens du Liban, etc. Mais moi, dans mon travail, j'essaye aussi de démontrer qu'il y a aussi il y a en réalité des fragmentations qui s'opèrent à d'autres niveaux et qui peuvent activer, forger, creuser, redessiner des démarcations intracommunautaires. Donc, le sujet de ce soir sera une illustration. Et donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de retracer les trajectoires des Arméniens soviétiques et post-soviétiques qui se sont fixés en Californie à partir de l'après-guerre et que l'on nomme communément, mais de manière parfois impropre, Hayastansi. Alors pourquoi les Hayastansi? Eh bien, vous le voyez là, hein, ils sont aujourd'hui le groupe démographique majoritaire dans la Californie arménienne. Donc, les recensés s'identifiant comme arméniens nés à l'étranger, eh bien, en fait, parmi eux, les Arméniens d'Arménie représentent 44% de ce groupe-là. Alors, j'ai oublié de dire, en fait, qu'en Californie, la majorité des individus s'auto-identifiant comme arméniens sont d'origine étrangère. Hein, et donc, parmi eux, les Arméniens d'Arménie sont le premier groupe. Ils sont saillants aussi dans la culture populaire arméno-américaine locale, alors à travers la langue. Alors là, bon, je vous ai mis une capture d'écran d'un petit show sur YouTube qui met les différents, qui illustre de manière humoristique les différences d'arméniens, des différents champs lexicaux. Et là, on a une explicitation, un commentaire sur arménien d'Arménie versus arménien occidental. La culture Hayastansi est également
également tout à fait présente à travers les productions culturelles et notamment par exemple la musique avec la présence d'artistes d'Arménie ou de genres aussi propres à l'Arménie comme par exemple le rabbisme. Dans les fictions arméno-américaines, on a aussi en fait une présence des immigrés Hayastansi, voilà, donc dans les fictions sérielles et filmiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la présence Hayastansi, elle se voit aussi dans la culture populaire, cette fois-ci californienne. Alors là, par exemple, c'est la capture d'écran d'une télévision locale pendant le Armenian Heritage Month, donc qui met à l'honneur la culture arménienne, mais en fait, on se rend compte que voilà, enfin, là, la cuisine qui est mise en avant, c'est la cuisine d'ex-URSS, hein, Ponchik, Khachapuri, Piroshki, Jingalov, Hats. Donc, à nouveau, on a cette visibilité soviétique, post-soviétique. Idem dans les fictions sérielles, alors cette fois-ci pas arménienne, hein, mais californienne, on a aussi la présence de personnages se disant d'Arménie. Alors là, par exemple, à gauche, c'est la série Transparent, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui se passe à LA, et donc à un moment donné, un des personnages principaux prend un Uber, et donc en fait, à LA, c'est un personnage récurrent, le Uber driver arménien, c'est un personnage récurrent, donc voilà, elle rencontre un Arménien qui vient d'Arménie, I come from Armenia, et à droite, une autre fiction avec un autre type de personnage, cette fois-ci, c'est le mafieux. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, on avait d'un côté le Uber driver d'Arménie qui représente un peu le personnage, le sage, hein, et puis de l'autre, voilà, le moins sage. Voilà. Donc, on a vraiment deux représentations bon, plus ou moins caricaturales. Ils sont également tout à fait saillants dans les périodiques. Donc là, par exemple, Florilège des années 80. Saillant également dans les années 90-2000, avec bien évidemment hein, parfois une hyper visibilité, une survisibilité ambivalente avec un angle d'approche qui pose question, puisque en fait on a aussi la construction d'une image de l'immigré étranger qui paraît un peu comme une menace à l'ordre public, à la cohésion sociale, voilà, et à la cohésion nationale. Et donc, dans ces discours, on nous dit arménien, voilà, et après on va préciser Russian Armenians, on va nous préciser qu'ils viennent de pays communistes, du bloc soviétique, ou on va nous dire Armenian Nationals pour qu'on distingue bien des ethniques. En fait, là, c'est les Armenian Nationals, les résidents d'origine d'Arménie. Voilà. Ils sont également tout à fait omniprésents dans les discours des coethniques et en tout cas dans les entretiens que moi j'ai recueillis. Alors moi, pour vous dire la vérité, je n'ai pas dit à mes répondants que je travaillais sur les frontières intragroupes, mais le sujet a émergé constamment. Hein. Donc par exemple, dans mes répondants, pour parler là de la présence, pour parler des frontières intra-arméniennes, mes répondants parlent de Little Islands, Bajanoutuner, Split, Segregation, Factions, Borders, Clans, Clique, We versus They. Il y a des catégories voilà, en fonction des origines nationales, Barskahai, Lipanahai, Birdutahai, ou Lipanahai, Beirutahai ou Beirutsi, Terkahai, Rusahai, Hastansi, selon aussi les statuts, les chronologies migratoires, DPs, Refugees, Harinadarts, Recent Immigrants, New Immigrants, Old-Timers, Pioneers, les affiliations politiques, Tashnak Tsagan, Ramgavar, Henchak, etc., et les degrés d'affinité avec le monde arménien, Shish Kebab Armenians, Lost Armenians, True Armenians. Et donc, en fait, dans cette coprésence arménienne, eh bien, les Hayastansi, souvent, eh bien, ils sont associés aux images qui sont véhiculées par les médias. On va aussi beaucoup commenter en fait leur accent, leurs pratiques
familiale, leur sens de la solidarité, leur tendance à habiter collectivement. On leur attribue aussi souvent un désintérêt pour le Haya Bahbanum, un manque d'expérience de la vie en diaspora. Voilà. Et malgré cette ubiquité donc des Hastansi, très peu d'études leur sont consacrées. Et donc, à titre d'exemple, par exemple, là, c'est l'ouvrage de Annie Bakalian, qu'on avait cité d'ailleurs lors de notre dernier séminaire, notre dernière séance. Elle consacre 10 lignes seulement aux Hastansi en guise d'introduction, avec un commentaire assez sibyllin, 2-3 mots, more are coming. Voilà. Et pourtant, malgré voilà, ce relatif silence, leur cas est tout à fait passionnant. Il s'agit d'une trajectoire qui est à l'intersection de plusieurs histoires. Ce sont des trajectoires qui sont travaillées par des exils multiples. À travers ce cas, on peut aussi observer comment des discours médiatiques, publics, politiques peuvent varier, bifurquer à l'égard d'un groupe et l'impact que ces fluctuations peuvent avoir. Évidemment, en suivant ce groupe, on voit aussi la cartographie diasporique se redessiner. On voit aussi combien les imaginaires identificatoires, auto-identificatoires sont complexifiés et combien cette appellation Hastansi ou Arménien d'Arménie, en fait, elle est trompeusement simple. Alors, mon exposé il se déroulera en 3 points. Dans un premier temps, je vais retracer la chronologie des migrations soviétiques et post-soviétiques arménienne. Dans un deuxième temps, on va essayer de déconstruire l'appellation Hastansi unificatrice qui renferme des cheminements plus complexes. Et dans un troisième temps, je vais m'appuyer sur les années 80 pour montrer comment les immigrés arméniens se sont retrouvés dans les raies de politiques et de discours changeants. Et on va donc en fait s'intéresser aux jeux dans lesquels les Arméniens ont été pris. Voilà. Alors, l'immigration des Arméniens soviétiques et post-soviétiques, elle s'inscrit évidemment dans une chronologie que l'on pourrait faire démarrer de manière schématique à l'après-Deuxième Guerre mondiale, et elle doit être lue à l'aune de plusieurs histoires connectées, interconnectées. Au niveau des États-Unis, à partir de la Deuxième Guerre, progressivement, on assiste à une ouverture des frontières, à un assouplissement de la politique migratoire. Et comme vous le savez, à partir des années 20, les États-Unis, ils entrent dans une phase nativiste, restrictionniste, de rigidification du droit migratoire qui va limiter les entrées selon les régions. Et donc, par exemple, pour la zone Arménie, c'était 100 par an. Et donc, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir une libéralisation progressive du droit migratoire qui va prendre plusieurs formes, qui va être progressive et après qui va avoir des paliers comme ça notables. Donc on voit s'édifier un droit des réfugiés avec une série de lois qui vont être votées pour contourner les quotas et accueillir les déplacés de l'après-guerre, par exemple les DPs. On va avoir aussi une série de lois ad hoc qui vont être votées pour accueillir des réfugiés issus des régimes combattus par les États-Unis, Cuba, les pays communistes, l'URSS, Vietnam. Voilà. Et alors ces lois, elles sont d'abord circonstancielles, ad hoc, et puis après une loi va être votée en 1980, le Refugee Act. Voilà. Se met en place également dans les années 50 le principe du rapprochement familial aux États-Unis et le point d'orgue de la fin des quotas discriminatoires en matière donc de droit migratoire va être atteint en 1965 avec la loi dite de Hart-Celler. Voilà, qui va donc arrêter tous ces quotas. Et donc, c'est à ce moment-là que les États-Unis vont renouer avec leur passé multiculturel. Et en fait, les États-Unis que nous connaissons aujourd'hui, avec ce tissu social divers, cette visibilité de la présence étrangère, eh bien, elle est vraiment en fait le produit de ça, de cette ouverture, là. Naturellement, cette ouverture des frontières, elle n'est pas sans lien aussi avec toutes les questions qui travaillent la société états-unienne, notamment le mouvement des droits civiques, qui vont amener une conscience plus forte des minorités ethniques, jusque-là invisibilisées. Et évidemment, il faut lire aussi cette séquence de la politique migratoire des États-Unis comme le corollaire d'un engagement vers l'extérieur, d'un interventionnisme voilà, plus prononcé des États-Unis.
Et donc, ils vont faire peser, les États-Unis vont faire peser le droit à la mobilité sur l'échiquier de leurs négociations aussi. Par la suite, on le verra. Alors, dans le monde arménien, évidemment, il faut aussi lire en fait cette histoire au prisme de l'histoire arménienne, et on peut dire que cette séquence, elle se déroule aussi dans un moment géopolitique particulier, avec une succession de crises, notamment dans le Moyen-Orient, qui vont donc remettre en mouvement les Arméniens, les descendants des Arméniens qui s'étaient réfugiés dans différents foyers, Iran, Irak, Syrie, Liban, Palestine, Égypte, Turquie. Il faut aussi lire cette histoire-là au prisme des exils à répétition des Hayrenadarts ou Nergartsi. Voilà, une séquence qui s'ouvre dans les années 20 et qui va se dérouler jusque dans les années 70. Mais donc, à partir des années 50, on va assister en fait à un mouvement que moi j'appelle le rétro-retour en fait des Hayrenadarts qui vont s'installer surtout aux États-Unis et en Californie. Et puis, bah, bien sûr, il faut lire cette séquence au prisme de l'histoire soviétique, l'après-deuxième guerre mondiale, la déstalinisation et la dislocation aussi de l'URSS. Et puis, au niveau plus, on va dire, occidental, global, un consensus émerge sur la question de la liberté de mouvement, le droit d'asile. Et donc, les États-Unis vont s'investir aussi sur cette question et devenir même la figure de proue de ce mouvement pour la liberté de circulation. Voilà. Et donc, si on devait scander cette histoire, on pourrait découper la sédimentation arménienne en fait en 4 tranches. Les DPs à la fin des années 40, les rétro-retours des Hayrenadarts dans les années 50-60, la grande migration des années 70-80 et les migrations post-90. Bon, vous pouvez ne pas être d'accord avec mon découpage, on pourra en reparler après. Voilà. Alors, donc, dans l'immédiat après-guerre, on va avoir ce qu'on appelle donc ces DPs, les personnes, les displaced persons, les personnes déplacées, qui sont des civils qui ont été déracinés, internés dans des camps allemands pendant la guerre et dont le sort va revenir à la libération aux Alliés. Et donc certains de ces captifs refusent de rentrer dans leur pays d'origine à l'issue des hostilités et 400 000 de ces DPs seront accueillis aux États-Unis. Alors parmi eux, on compte 5 000 Arméniens qui vont donc entrer à la faveur de dispositifs particuliers qui vont contourner les quotas comme le DP Act, le SKP Program, et aussi à la faveur d'organisations non gouvernementales, et notamment l'ANCHA, sur laquelle je reviendrai. Alors les DPs, ils n'ont pas suscité une grande attention dans la littérature savante, et surtout, bon, les DPs arméniens surtout, peut-être du fait de leur faible nombre. Pourtant, au sein des espaces arméniens américains de Californie, leur expérience est loin d'être tue ou omise. Des fêtes sont organisées, il y a eu des initiatives qui ont été menées, la publication d'ouvrages, l'université de USC est en train de faire un collectage de témoignages. Et puis, ils ont conflué aussi dans des espaces résidentiels aussi. Et donc, voilà, ils ont été nommés souvent dans mes entretiens comme une entité en fait à part. Alors là, sur la slide, je vous ai montré donc par exemple une de mes répondantes, Mania, qui est dans le camp de Funker-Kaserne entre 45 et 48. Et donc elle arrive à Détroit en 49 et ensuite elle s'installe à Los Angeles. Alors vous voyez en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que là aussi, là, on voit aussi que ces DPs, l'arrivée de ces DPs arméniens a aussi été relayée par la presse états-unienne. Hein. À la fin des années 50 et surtout dans les années 60, il y a un deuxième groupe qui va émerger. C'est ceux que moi j'ai appelés donc les Hayrenadarts qui rentrent, hein, donc les rétro-retours, les re-retours des Hayrenadarts ou repatriates en anglais.
Euh, Est-ce que, bon, on a eu plusieurs événements hein, sur les Harenadas, plusieurs séances consacrées à ça. Tallinn Termination, Claire Mouradian ont beaucoup travaillé sur ces rapatriés. Il y a aussi Joe Laycock qui travaille sur ce sujet-là. Donc, ils sont en fait 100 000 à franchir le pas entre les années, à partir des années 20. Et donc, à partir des années 50, ces Harenadars ils vont commencer à quitter l'URSS dans des circonstances assez obscures lorsque l'occasion s'offre à eux. Au niveau des Harenadats états-uniens, ils étaient très peu, hein, environ 300. Alors là, par exemple, à gauche, vous avez la photo de Paul, qui était l'un de ces jeunes hommes. Il venait du Wisconsin, et donc il émigre en 47 seul, et après, il est rejoint par sa famille, par le second convoi. Il y a eu 2 convois des États-Unis. Et à droite, c'est Tom Mouradian, un autre Harenadar des États-Unis, qui lui, lorsqu'il rentrera, donc fera le récit de son expérience. Fera le récit de son expérience voilà, en Arménie. Donc au départ, c'est les Harenadars des États-Unis qui vont aux États-Unis et petit à petit vont amener leur famille et puis petit à petit d'autres Harenadars vont les rejoindre et au final entre 80 et 90% des Harenadars quittant l'Arménie iront s'installer aux États-Unis. Oui, alors aussi comme vous le savez, on a eu, donc comme vous le savez, en fait, cette ouverture, un des épisodes marquants aussi de ce retour, de ce rétro-retour, c'est la visite de Christian Pineau, ministre des Affaires étrangères français, qui, lors de son voyage en URSS, est assailli à l'aéroport par des Harenadars français. Et donc cet événement est relayé dans les médias, notamment à Paris Match, et donc va ouvrir des négociations pour leur retour. Les Américains également sollicitent leur gouvernement. Alors plusieurs sources attestent de démarches qui avaient été initiées dès 48 et dès 49. Voilà, la presse américaine, elle a relayé plusieurs de ces appels. Et là, à droite, je vous ai mis une lettre qui date aussi de 56, qui avait été rédigée par les Harenadars américains à l'attention de Eisenhower. Voilà. Donc évidemment, cette ouverture, cette tolérance, elle doit être aussi comprise dans le contexte de la déstalinisation et aussi dans l'ouverture en matière de tourisme, puisque plusieurs témoignages attestent de la venue de touristes étrangers comme étant des précieux adjuvants pour ce retour, notamment pour le transfert de messages, de documents et des invitations. Voilà. Et donc, d'abord à bas bruit, ce retour des rapatriés, il gagnera en amplitude. À partir des années 70 et surtout dans les années 80, on va rentrer dans une phase plus massive d'émigration arménienne et donc d'immigration en Californie. On va même atteindre des pics en 1988. Les Soviétiques, ils laissent partir les Arméniens, enfin, ils laissent partir, pardon, leurs ressortissants sur la base du regroupement familial. Et donc, les Arméniens, les Juifs et les Allemands ayant voilà, des relais à l'étranger sortent. Donc, les Allemands vont en Allemagne, les Juifs d'abord en Israël avant de se concentrer aux États-Unis. Pour les Arméniens, ils iront donc, pour l'écrasante majorité, en Californie. Et donc, les États-Unis, en fait, et donc, pardon, dans les années 80-90, l'ex-URSS devient le premier, en fait, pourvoyeur de réfugiés aux États-Unis. Hein. Et le troisième pourvoyeur d'immigrés après le Mexique et les Philippines, dans les années 80-92. C'est intéressant aussi comme chiffre. Donc, les Arméniens, ils deviennent particulièrement visibles dans le grand Los Angeles et notamment dans le quartier de East Hollywood où 40 000 Arméniens soviétiques s'installent
entre 1970 et 1980. Voilà. Alors oui, donc là je vous ai oui, alors une quatrième période, pardon, est augurée par les années 90-2000. Cette période, elle est plus difficile à caractériser avec concision. Côté états-unien, elle est marquée par une politique migratoire plus défiante à l'égard des étrangers, plus restrictive et contrôlée, voire militarisée au niveau de la frontière. Côté arménien, eh bien, on sait que l'immigration, elle est intense, envisagée pour beaucoup comme une stratégie de survie économique du fait des défis de l'après-indépendance, de la guerre du Haut-Karabakh. Et donc, entre 90 et 2000, on estime que près d'1 million d'habitants auraient immigré. Ça, c'est le recensement arménien qui nous le dit. De nos jours, un autre indicateur intéressant pour voir l'impact de l'émigration en Arménie, c'est ce qu'on appelle les remittances, les remises de fonds. Et donc, 40% des foyers arméniens dépendent en fait de ces remises. Eh bien, pour les Arméniens, l'orientation aussi du système d'immigration américain se traduit par la fin des entrées via le dispositif des réfugiés. Il n'y a plus de réfugiés qui entrent. Alors, regardez, par exemple, à titre indicatif, en 87-88, c'était 400 Arméniens qui entraient en tant que réfugiés par semaine. Dans les années 2000, c'est 400 par an. Donc là, on n'est plus du tout dans la même, voilà, on n'est plus du tout dans les mêmes données. Et la Californie, qui se hissait au premier plan des destinations investies par les High-Stancy, et bien évidemment, à partir des années 90 et 2000, bah, elle perd de son accessibilité. Voilà. On remarque également que le nombre de visas d'immigration reste faible. Et pourtant, malgré donc des obstacles pratiques, administratifs et financiers réels, bon, l'attrait des États-Unis, il reste quand même vivace. Je regarde le temps, excusez-moi, je ne veux pas être... Ah oui, ben là, je suis vraiment trop longue. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder, donc les visas d'immigration tombent, mais les visas de touristes connaissent un bond considérable et restent assez soutenus. Donc, est-ce que c'est une autre voie d'entrée? Plusieurs commentateurs aussi parlent de l'immigration illégale qui se met en place. Le phénomène reste quand même de manière statistique assez faible, mais par exemple dans mes entretiens j'ai pu voir qu'il existe, et ce qui se passe en fait c'est qu'on voit que la rigidification de la politique américaine, elle va agir au niveau des cellules familiales, et ça c'est intéressant, alors que par exemple dans les années 80-90 on avait des familles entières qui se déplaçaient ou qui étaient réunies. Là aujourd'hui la rigidification en fait de la politique migratoire américaine, elle va créer des différences au sein des familles. Alors par exemple dans un foyer, dans le foyer d'Armig, il y a 3 générations. Il y a Armig, son fils et ses Tornig à elle, et chacun a un régime administratif différent. Donc Armig, elle a une carte de séjour. Son fils, lui, il est illégal. Il a été reconduit à la frontière, expulsé une première fois, il est revenu. Et les filles de ce dernier, elles sont de nationalité états-unienne. Donc ça aussi, c'est intéressant, en fait, quand, voilà, au sein d'une même famille, il va y avoir une fragmentation des régimes. Voilà. Et puis, évidemment, d'un point de vue aussi arménien, cette phase, elle est intéressante parce qu'elle est travaillée par une intense circularité aussi des mouvements. Donc, il va y avoir la rigidification des frontières et en même temps la circularité du monde arménien avec la dislocation de l'URSS, la fin des verrous migratoires et donc des va-et-vient aussi plus libres de la diaspora qui va renouer avec aussi l'Arménie qui va devenir le homeland de substitution. Sosi Kasparian parle de step homeland, comme la belle-mère patrie. J'ai trouvé cette image intéressante.
moi je parle de surrogate homeland, une mère patrie d'adoption, hein, ou nourricière. Voilà. Donc à présent, je voudrais zoomer, affiner le regard, complexifier un peu ce récit collectif communautaire de ces tranches que je viens de vous exposer, parce qu'il me semble que l'approche groupiste, elle a tendance à faire taire, à taire des expériences diverses qui ne devraient pas être occultées. Et dans mes entretiens, en fait, l'hétérogénéité des expériences, elle s'est traduite de deux manières très schématiques. Des désignations, autodésignations fluctuantes ou rejetées. Hein, je demande à quelqu'un né en Arménie s'il est Hastansi, il me dit non, je suis Hayrenadas. Non, je suis immigré. Un autre me dit je suis Hay, je suis américain. Une autre manifestation de cette hétérogénéité des expériences, c'est des trajectoires personnelles qui sans cesse disent voilà, c'est discordant avec le récit communautaire. Donc en fait, on voit bien que le nous, c'est aussi un construit circonstanciel. Alors j'aimerais donc utiliser deux exemples pour illustrer ce point, mais on pourra élargir la discussion si vous le voulez plus tard, et donc revenir sur le cas des DPs et de ces Harenadars. Donc les DP, ils sont identifiés, donc on l'a vu, hein, par les coethniques comme une entité collective qui se singularise par les épreuves communes de la guerre, la chronologie migratoire, l'implantation aux États-Unis dans des mêmes circonstances et dans des mêmes zones de concentration résidentielle, avec des pratiques solidaires. Des événements sociaux, je vous l'ai dit, célèbrent leur amitié régulièrement. Et pourtant, ils viennent d'une pluralité de régions, d'Allemagne, Arménie, Géorgie, Russie, Ukraine. Et ils sont nombreux à avoir vécu une succession d'exils avant d'être acheminés en Allemagne et après aux États-Unis. Et en fait, la lecture groupiste, elle tient manifestement de l'expérience des camps allemands, hein, organisés par regroupement ethnique, qui a vraisemblablement forgé une proximité interpersonnelle qui s'est perpétuée et transmise aux générations subséquentes. Alors Mania, que je vous avais montré dans une photo, née en 1930 à Kafkaz, en Ossétie du Nord, elle est transférée donc à Détroit en 49 depuis le camp de Funker-Kaserne, et elle a entretenu des liens de sociabilité très étroits avec d'autres DPs. Elle a notamment continué à danser dans une troupe amateur de danse folklorique qui s'était créée à Stuttgart. Et après son mariage, elle et son mari, aussi DP, ils s'installent à Montebello pour pouvoir rejoindre d'autres DPs. C'est ce qu'elle me dit. Un autre dénominateur commun majeur de ces DPs réside dans la personne de George Mardikian, le propriétaire du célèbre restaurant Omar Khayyam de San Francisco, qui a incarné littéralement la voix et le visage de cette histoire. Alors qu'il est missionné par l'armée américaine comme consultant culinaire, George Mardikian, entre 42 et 54, pour améliorer le repas des soldats, le restaurateur découvre en Allemagne, Autriche et Italie, des coethniques arméniens qui, donc à la libération, refusent de quitter les camps où ils avaient été internés et va jouer de son entre-gens pour acheminer en fait ces Arméniens en Amérique et donc principalement aux États-Unis, mais il y en a d'autres qui vont en Amérique du Sud, en Australie, et afin de financer et coordonner l'accueil de ces déracinés, il va créer l'American National Committee to Aid Homeless Armenians, ANCHA, basé à San Francisco, qui développe des bureaux dans 62 villes états-uniennes, et une importante campagne va être menée, de sensibilisation va être menée, relayée par la presse communautaire, pour lever des fonds, pour trouver du travail, pour trouver des logements pour ces déracinés. Donc là, sur la photo là en haut, là, donc on voit toujours Mania que j'avais trouvé avec ce George Mardikian quand il va à leur rencontre à Stuttgart. Et donc ce George Mardikian, c'était une figure assez importante. Hein. Avec son restaurant, c'était un peu un équivalent des restaurateurs
orateur à la mode de nos jours. Il avait même sa station radio où il dispensait ses conseils culinaires. Il avait un livre de recettes qui avait été un best-seller une année. Et donc, il a aussi écrit Song of America, dans Song of America, il raconte son récit de rescapé de génocide et comment il arrive aux États-Unis. Et il raconte aussi dans le menu détail son œuvre pour ces DPs. Et par la suite, Lancha va continuer à faire venir des Arméniens du Liban, d'Égypte. Et là, par exemple, je vous ai montré là, voilà, des Arméniens qui venaient du Liban, toujours avec Lancha. Mais donc, on voit bien aussi que sur fond alors, et sur fond de guerre froide, George Mardikian, il est salué comme un héros dans les médias. Son intervention en faveur de ces co-ethniques, elle est saluée. Et son action, elle est sans cesse abondamment rappelée dans les articles qui lui sont consacrés. Et cette lecture, en fait, de l'événement, elle a sans doute renforcé davantage un peu ce prisme unificateur dans la mémoire, ces bons immigrés qui sont arrivés. L'autre exemple que je voudrais développer, c'est donc les Haïrén-Nadashts. Là encore, la mémoire collective retient une certaine geste communautaire qui se scande au singulier, mais la diversité et l'altérité se manifestent à tous les niveaux, non seulement avant de se rendre en Arménie, mais aussi au moment de quitter l'Arménie. Donc les rapatriés, vous le savez, ils viennent de Syrie, Liban, Bulgarie, Iran, Roumanie, Grèce, France, Égypte, Palestine, Irak, États-Unis, Chine, Soudan, Inde, Uruguay, Argentine. Ils viennent de sociétés aux structures sociales, politiques, économiques variées. Ils ont des profils très hétérogènes. Il y a des survivants du génocide, nés dans l'ancien Empire ottoman. Il y a des descendants de rescapés qui n'ont pas connu les privations et les traumatismes de leurs ascendants. Il y a des Arméniens qui ne sont pas du tout héritiers de ce chapitre de l'histoire ottomane. La langue est un autre marqueur de fragmentation avec des arménophones au parler divers ainsi que des non-arménophones, notamment dans le cas des plus jeunes et des conjoints non-arméniens qui vont quand même se rendre en Arménie. Ces retours, ils recouvrent un large spectre de situations personnelles, des départs qui s'effectuent seuls, à l'échelle de cellules familiales, des communautés plus importantes. Ces rapatriés, ils sont animés par une kyrielle de motivations, attrait du modèle soviétique, raison familiale, espoir d'une vie meilleure, problème d'intégration dans les sociétés où les Arméniens avaient trouvé refuge, endogamie, il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était pour que leurs enfants épousent des Arméniens. Mais les institutions ayant encouragé ce mouvement promeuvent le patriotisme, la reconstruction nationale, un rêve de retour au pays. Et donc ces idéaux, ils ont modelé évidemment l'imaginaire et un discours que l'on retrouve presque dans les mêmes termes dans les récits des enquêtés. Et souvent, l'autre lien aussi de ces récits, évidemment, c'est le désenchantement, l'expérience du retour avorté. Ils sont percutés de plein fait par la réalité. Ils ont été plusieurs à évoquer les frictions et les incompréhensions interculturelles avec les Dérazzi, la société locale. L'intégration semble avoir été plus difficile pour évidemment les sociétés plus riches comme les Arméniens des États-Unis ou les Arméniens de France. Ils ont été sujets à des surveillances, à des arrestations, des travaux forcés en Sibérie. Voilà, et des ostracisations, des discriminations qui m'ont été aussi rapportées ou pas, selon les enquêtés. Arthur, par exemple, né en Arménie, me dit que, voilà, my dad always said we had to go to America to be considered Armenian. En Arménie, il dit que eux, ils étaient Arpar ou Arpari, Jude or immigrants. Here we are, Hayastansi, here meaning aux États-Unis. Et ce désenchantement des Haïrén-Nadashts, il a été largement relayé par la presse américaine qui s'est fait chambre d'écho de ces déçus en pleine guerre froide.
Et donc, à partir des années 60, les migrations en provenance d'Arménie soviétique en direction des États-Unis sont composées de ces déçus. Mais il est assez remarquable que si, en fait, le récit répandu retient l'idée d'un mouvement de groupe, les rétro-retours depuis l'Armée soviétique, ils ont loin d'avoir été uniformes. Il y a des initiatives collectives qui ont certes été déployées par des rapatriés états-uniens, mais en fait, chacun est venu un peu comme il a pu, pour reprendre les termes d'une de mes interviewées, Amen Megus make unique story unique. Alors elle, dans sa famille, ils sont rentrés entre 55 et 79 et chacun est rentré par un billet différent. Certains rentrent quelques années dans leur foyer d'origine, en France, au Liban, avant de se remettre en route aux États-Unis. D'autres se rendent directement aux États-Unis. Autre chose que j'aimerais ajouter, souvent dans les restitutions de ces cheminements, l'accent est mis sur les discriminations subies, l'ostracisation, mais bon, certains, comme Tagoui par exemple, me dit qu'elle n'avait jamais entendu le mot Haïrenadat et que c'est aux États-Unis qu'elle a entendu ce terme à 18 ans. Souvent aussi dans ces récits de retour de Haïrenadat, l'histoire, elle s'arrête aux États-Unis, mais plusieurs répondants m'ont confié les difficultés qu'ils ont éprouvées au retour aux États-Unis dans la société états-unienne. Ils ont eu du mal à s'intégrer dans la société états-unienne, ils ont eu certains du mal à s'intégrer dans la société arméno-américaine, ils ont dû retourner à l'école, même parmi des gens qui étaient diplômés, certains ont dû apprendre la langue. Voilà, donc par exemple, je reprends les propos d'Irène qui a dit à quel point ça avait été difficile pour son mari, qui était extrêmement déprimé quand ils sont rentrés aux États-Unis. He doesn't have a job, we don't have a decent home, we are in the air, you know. Alors là, je vois pas. Et elle dit qu'en fait, it wasn't that great. For me, it was maybe worse than Armenia. Et elle dit aussi qu'au moment de partir, elle me dit, to be honest, que je parte ou que je ne parte pas, c'était la même chose. Elle explique qu'elle est partie parce que tout le monde partait, parce que Yerevan se vidait. Et en fait, elle a suivi son entourage, mais en fait, lorsque son mari m'expliquait les difficultés qu'ils ont eu à partir, elle me dit qu'au moment où on devait quitter, moi, en fait, qu'on reste ou qu'on reste pas, en fait, j'aurais très bien pu rester. Ouais. Et elle résume, elle dit, pour nous, là-bas, c'était comme ci, comme ça, mais ici aussi, c'est comme ci, comme ça. Et en fait, c'est plutôt pour ses enfants, voilà, qu'elle voit ce retour aux États-Unis comme positif. Voilà. Voilà, donc derrière donc cette geste communautaire se cachent des expériences personnelles avec des récits discordants. Et un autre facteur de fragmentation agit, sur lequel je voudrais revenir brièvement, ça va être l'action des politiques et des administrations. Et donc ce sera l'objet de ma dernière partie. Donc les inconstances bureaucratiques soviétiques et états-uniennes. Alors quand j'ai commencé à interviewer les immigrés d'Arménie, je ne comprenais pas pourquoi il y avait une diversité des parcours et des expériences. Certains étaient passés par Moscou, d'autres par Rome, d'autres par Vienne. Les uns étaient accompagnés par une organisation qui s'appelait World Council of Churches, d'autres par Lancia, d'autres par Hayas. Certains avaient reçu une aide financière, des formations, d'autres étaient totalement livrés à eux-mêmes, certains étaient venus en famille, d'autres avaient été séparés. Donc une telle diversité était pour moi un mystère. Et en fait, en auscultant de près, on comprend que si chacun a son histoire, comme le disait une de mes répondantes, les inconstances bureaucratiques soviétiques et états-uniennes ont accentué davantage cette hétérogénéité des expériences migratoires. Alors, je vais d'abord commencer par les pratiques soviétiques erratiques qui ont été comparées à un jeu de hasard avant de me concentrer sur le côté américain.
Alors, je l'ai dit, lorsque le régime soviétique autorise les expatriations de ses ressortissants, officiellement, elles ne sont consenties que dans le cadre de la réunification familiale. Alors, peu de travaux traitent des pérégrinations de cette tranche migratoire arménienne, qui a été pourtant richement documentée par la presse états-unienne. Peut-être Peut-être que ce peu de documentation, ce peu d'intérêt scientifique, il s'explique aussi par le flou qui a été entretenu par les soviétiques, qui ont privilégié une gestion tout à fait opaque, locale et versatile, l'absence d'uniformité, de transparence, ayant l'avantage de se soustraire à toute justification. En tout cas, cette inconstance, elle a façonné les expériences des émigrés et des aspirants à l'émigration, qui ont été caractérisées par une grande pluralité. Alors, dans les faits, il fallait obtenir une invitation manuscrite d'un membre de la famille résidant à l'étranger, mais la définition de la parenté, elle a fluctué, ou en tout cas son interprétation. Alors qu'elle était ouverte, elle s'est petit à petit resserrée pour ne concerner que les liens de premier degré, ce qui a été en fait une entrave pour certains requérants. Entre parenthèses, il fallait aussi obtenir une autorisation des parents, même lorsque vous étiez adulte, ce qui là aussi a posé problème pour certains. Autre remarque, alors que cette notion de rapprochement familial est mise en avant, il s'avère que certains, par exemple de mes répondants, ils ont contourné cette condition par le biais de la proximité de nom. Et ils ont pu entrer donc aux États-Unis sans avoir de famille préétablie. À l'opposé, alors que la réunification familiale est la condition sine qua non du départ, il y a des séparations au sein de couples ou de familles qui ont été notées. Et donc, en fait, une des premières sources des inconstances, c'était l'OVIR, le bureau qui octroyait les permis de sortie, qui pratiquait une politique tout à fait erratique, hasardeuse, comparée à un jeu de hasard. One could gamble, but winning wasn't ensured, nous dit Paskevichian. On pouvait tenter sa chance, mais on n'était pas sûr de gagner. Une autre de mes répondants dit on n'a pas plus compris la réponse favorable que les refus des demandes précédentes. Et un de mes répondants a insisté lourdement, non pas sur le refus, mais sur le silence. Il dit on écrivait partout, on a tapé à toutes les portes, on déposait nos pièces à droite à gauche, mais personne ne nous répondait. Donc pour certains de mes enquêtés, ils sont partis en 4 mois. Pour d'autres, ça a pris plus de 8 ans pour pouvoir obtenir ce papier. Voilà. Et donc, chose remarquable, en plus de ces tergiversations soviétiques, les Arméniens ils sont retrouvés dans les filets de fluctuations américaines en matière d'asile. Et là, c'est d'autant plus paradoxal que ce mouvement se met au moment où les États-Unis essayent d'homogénéiser leur politique d'accueil des réfugiés. Alors, au temps fort des migrations soviétiques des années 80, donc l'écrasante majorité des Arméniens et Juifs s'implantent aux États-Unis. Et donc, comme je dis, cet afflux, il est concomitant avec la création, le vote du Refugee Act, qui était cette première loi qui a voulu homogénéiser. Mais paradoxalement, en fait, cette loi, malgré cette loi, en fait, la politique d'asile aux États-Unis, elle est encore, de nos jours, extrêmement instable et d'une instabilité, je dirais même déconcertante, avec différents acteurs, publics et privés, qui opèrent à différentes échelles, divergent dans leurs objectifs, leurs pratiques et leurs ressources. Le nombre d'individus éligibles à l'asile est fixé annuellement par l'exécutif. Donc, en fait, c'est tributaire de priorités humanitaires définies par l'agenda politique. Le budget annuel, par tête, il va aussi changer chaque année. Et donc, en fait, le gros du coût de l'accueil des réfugiés, il revient aux États fédérés. Et on remarque aussi que dans les années 80, au moment où ce droit des réfugiés se met en place, en fait, la durée de couverture des programmes fédéraux, elle a été rabotée, passant de 3 ans
à quelques mois, ce qui peut aussi expliquer que plusieurs de mes répondants voilà, n'ont pas bénéficié des mêmes accompagnements sur le terrain. Et puis aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'accompagnement des réfugiés, il est délégué à des centres de réfugiés, des refugee agencies, des associations qui s'appuient entre autres sur des bénévoles et sur les communautés voilà, dont les arrivants dépendent d'une certaine manière. Voilà. Alors, donc cette disparité des services, des pratiques, des interlocuteurs, des ressources, elle s'est bien traduite dans les cheminements de mes répondants High Stancy. Ils n'ont pas eu leurs entretiens pour la demande d'asile dans les mêmes villes, ils n'ont pas été suivis par les mêmes organismes, pas bénéficié des mêmes dispositifs. Mais ce fractionnement que l'on retrouve, des expériences des réfugiés que l'on retrouve jusqu'à nos jours hein, pour d'autres communautés, qui est engendré par le millefeuille du droit d'asile tel que pratiqué par les États-Unis, il semble avoir été amplifié à la fin des années 80 par les orientations changeantes du gouvernement états-unien à l'égard des réfugiés soviétiques. En effet, à partir des années 87, quand un grand nombre d'Arméniens donc sont autorisés à émigrer, ils se pressent aux portes de l'Amérique, qui leur accorde automatiquement le statut de réfugié. Et là, plusieurs de mes répondants disent qu'ils n'avaient même pas à dire qu'ils étaient persécutés ou autres, ils étaient accueillis directement. Mais cet afflux soudain de demandeurs d'asile, qui passe de quelques centaines par an à plus d'un millier par mois, va engorger l'administration américaine et les services en charge des réfugiés. Et les files d'attente grossissent, les temps d'instruction s'allongent, si bien que les coûts de frais de séjour des requérants, qui sont pris en charge par les États-Unis, commencent à inquiéter l'administration. Et autre problème, on atteint très vite les plafonds annuels. Et donc, ça va créer la paralysie des services consulaires. Et il y a un incident qui illustre cette paralysie. En 88, il y a plusieurs Arméniens qui ont obtenu leur autorisation de sortie du RSS, qui se retrouvent dans une impasse administrative parce qu'ils attendent d'être reçus par l'ambassade américaine, mais la validité des visas de sortie accordés par les soviétiques arrive à échéance. Ils ont remis aussi leur papier, ils ont remis leur passeport soviétique, ils ont vendu leur maison et ils n'ont plus d'emploi et donc ils se retrouvent dans un no man's land. Voilà. Et cette situation, elle devient tout à fait embarrassante pour la diplomatie américaine. Je cite une lettre de sénateur, elle donne l'occasion à l'Union soviétique de montrer que les entraves à l'immigration ne proviennent pas de l'URSS, mais de l'Amérique. Voilà. Et donc, en réponse à cette hausse exceptionnelle, il y a des mesures qui vont être prises, d'abord pour doubler les capacités d'accueil, mais face à l'affluence, le gouvernement américain va prendre des dispositions qui vont, sans l'expliciter, viser à dissuader les aspirants à l'immigration ou à leur faire porter le coût de leur immigration. Alors, ils vont être directement ou indirectement ciblés par certains de ces aménagements. Alors, par exemple, la gestion des demandes, elle est délocalisée de Rome à Moscou, où, de manière notoire, les taux de refus étaient plus importants. Le Congrès va demander une application plus proche de la lettre du Refugee Act en disant de n'accorder le statut de réfugié qu'au motif d'une crainte fondée de persécution, well-founded fear of persecution, alors que jusque-là, ça l'était accordé de manière automatique. Dans la foulée, les Arméniens vont être retirés aussi du Lautenberg Act, une loi qui prévoyait en fait de pouvoir accueillir de manière automatique certains groupes ethniques et religieux d'ex-URSS. Et pour parer aux critiques de ce changement de cap, l'administration Bush, elle va décider d'accorder à ces réfugiés un régime spécial appelé parolee. Mais ce statut, en fait, il octroie aux demandeurs le droit de résider aux États-Unis pendant 5 ans, mais il va les priver de toute aide allouée aux réfugiés et de toute possibilité de naturalisation. Donc vous voyez, là aussi, en fait, en très peu de temps, finalement, en fait, en une année, on peut
avoir du coup une diversité d'expériences face à ces changements juridiques. Donc, en l'espace de quelques mois. Et donc, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on analyse les discours au Congrès, qui ont en fait préparé le terrain de cette succession de mesures, on a convié des représentants d'associations arméno-américaines et du coup, aux côtés des arguments financiers, on va utiliser l'ambivalence des arméno-américains à l'égard de leurs frères soviétiques qui, évidemment, en fait, s'inquiètent peut-être aussi de ce homeland qui se vide et qui commencent aussi à dire que voilà, il y a d'autres Arméniens qui seraient dans une urgence plus prégnante que celle des Arméniens soviétiques qui ne sont pas voilà, des vrais réfugiés. Et en fait, quand on analyse la presse de la fin des années 80, on voit vraiment aussi ce basculement, comment en fait l'image de l'immigré fraudeur, imposteur, elle va émerger au moment où ces Hastansi deviennent visibles. Donc, alors là, moi j'ai regardé une quarantaine d'articles du Los Angeles Times et du New York Times qui ne parlent que des Arméniens d'Arménie. Alors, sans surprise, au début, dans les années 70-80, les histoires enfin, donnent à voir l'insatisfaction de citoyens soviétiques, mais très vite, les réfugiés arméniens soviétiques, ils sont présentés comme un phénomène dont il faut s'inquiéter. Donc leur installation, elle est donc soudaine, incontrôlée, injustifiée, coûteuse. On met l'accent sur la croissance substantielle, impressionnante, imprévue. On parle de pression, de déluge, d'inondation, de vagues, d'explosions, de poussées éruptives, débridées, champignonnantes. Ça devient un souci majeur, un paquet de problèmes, un goulot d'étranglement, des arriérés, un poids pour la Californie. Et on arrive, fin des 88-89, c'est une mascarade, une parodie, un travestissement du statut de réfugié, une appellation en fait impropre. Et aussi, chose intéressante, on va commencer aussi à créer une concurrence entre les priorités humanitaires et on va mettre par exemple les Asiatiques, les Vietnamiens, les Thaïlandais, voilà, en opposition aux Arméniens, donc des réfugiés qui en auraient plus besoin que d'autres. On va aussi documenter les chiffres en donnant le coût le coût en fait de cet accueil des Arméniens d'Arménie. On va aussi documenter leur arrivée en donnant des descriptions de salles bondées, des salles consulaires bondées, des salles de direction d'école bondées. On va parler de sièges, hein, de bureaux assiégés. Et puis, lorsque le point de vue des Arméniens soviétiques est donné, les articles, ils insistent sur leurs difficultés d'adaptation. Plusieurs éclairages, par exemple, expliquent que, contrairement à d'autres réfugiés dont les dossiers prennent plus de mois, ce qui va leur donner plus de temps pour s'adapter, eh bien, les Arméniens, en fait, ils n'ont guère le temps de se préparer à la vie américaine. On parle de leur précarité financière, de la barrière de la langue, des problèmes de logement, de leur résistance aussi à certaines normes sociales. Et on parle aussi du fossé constant entre leurs projections et la réalité. Ça fait partie des thèmes récurrents de ces portraits. Voilà. Donc, en fait, l'analyse du traitement médiatique des migrations soviétiques des années 80, elle va montrer comment, en quelques mois, le dissident soviétique se transforme en réfugié encombrant, en partie sous la pression de contraintes financières. Et on voit aussi comment les dissensions intracommunautaires, elles vont être activées par les argumentaires de ces discours. Voilà, ben donc je vais conclure ici et pour vous dire que
le cas des Dihastansi, il nous montre que donc derrière l'apparente origine commune d'un groupe immigré peut se mailler un entrelacement d'histoire nationale, de politique migratoire, de rapports interétatiques qui influent sur les trajectoires individuelles et collectives, les dynamiques intracommunautaires et les imaginaires auto-identificatoires. L'itinéraire des Arméniens soviétiques, post-soviétiques de Californie ne peut pas être saisi ou scandé au singulier. La variété des parcours marqués par des exils à répétition propres aux tribulations du peuple arménien, la diversité des facteurs de mobilité, les vicissitudes des dispositifs et des acteurs qui encouragent, accompagnent, empêchent leur migration en ex-URSS et aux États-Unis, ainsi que l'instabilité des discours médiatiques, institutionnels les concernant, façonnent ces expériences et sans doute contribuent à solidifier des lignes de partage du paysage arméno-américain. Ce cas d'étude complexifie aussi l'analyse des processus d'incorporation dans la société états-unienne et dans la communauté ethno-culturelle arménienne américaine. Et on voit qu'au lendemain de la Deuxième Guerre et jusqu'aux dernières années de la guerre froide, l'installation des Arméniens du RSS, elle a sans doute cristallisé une convergence d'intérêts et d'affinités entre la politique extérieure des États-Unis et les structures américaines. Les Arméniens soviétiques qui représentent à ce moment-là une cause fédératrice à défendre et le consensus empathique, force est de constater que ce consensus empathique, il est mis à mal par la suite et que les mêmes expatriés sont transformés en réfugiés embarrassants. Voilà. Pour donc les autorités américaines, ces flux d'Arméniens soviétiques tangibles dans certaines zones ont mis en évidence les dissonances entre les idéaux affichés et la pratique. Pour les Arméniens américains, issus des migrations précédentes, les coethniques du RSS ont sans doute ravivé, renouvelé cette question épineuse du homeland et ébranlé la façade de l'unité diasporique, ce qui explique cette tension entre invisibilisation et survisibilisation qui émaille encore des représentations du groupe. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Anouche. Je vais arrêter le partage. Attends, moi, je vais aller me mettre à côté de Araxi pour que ça salle. Je n'avais pas vu Alain. Hello Alain. Bien, merci pour cette présentation extraordinairement informée et détaillée. Eh bien, y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, moi c'est une précision. Bonjour Anouche, c'est Araxi. Bonjour Araxi. Alors, tu as dit un moment, tu as fait un moment une sédimentation arménienne et tu as annoncé 4 groupes. Je ne suis pas certaine d'avoir pu noter c'est la qualification de tes 4 Oui, groupes. en fait, je coupe un peu cette chronologie avec les DPs, les Displaced Persons. Après, je mets le retour, les rétro-retours des Harenadars des États-Unis. Ensuite, dans les années 70-80, il y a ce qu'on appelle la grande migration soviétique. Et dans l'eau aussi, on a toujours des Harenadars, bien évidemment. Et c'est là qu'on est aussi au temps fort des réfugiés qui s'installent aux États-Unis. Et après, il y a une quatrième en fait phase que je fais commencer aux années 90. Bah, c'est au moment où justement les dispositifs d'entrée deviennent un petit peu plus compliqués pour les Arméniens d'Arménie et on voit donc un affaissement des entrées et on voit aussi une diversification des voies d'entrée puisque avant c'était massivement en tant que réfugiés qui venaient et en tant que réunification familiale, alors qu'à partir des années 90, ça devient des trajectoires un peu plus complexes, un peu plus différentes, un peu plus solitaires. Voilà. Comment dire, la question sous-jacente, c'était que tu avais fait une topographie de États-Unis, Arménie vers États-Unis, par des séquences chronologiques, mais c'était pas, peut-être que j'ai mal compris, mais c'était pas une typologie des communautés arméniennes.
C'était pas ça du tout. Là, j'avais proposé une sorte de chronologie, voilà. C'est ça, c'est Mais ça. et après, comme je vous le disais, en fait, il y a voilà, parfois des groupes qui se singularisent, hein. Par exemple, les gens m'ont beaucoup parlé des DPs. Alors, les DPs, c'est intéressant parce qu'on parlait des DPs à la fois comme, enfin, pour leur chronologie migratoire, mais aussi pour leur géographie résidentielle. On me dit, ils habitent là, il y en a à Fresno, il y en a à San Francisco, à Los Angeles, on me dit, ils sont vers Montebello, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être aussi, évidemment, bon, géographique, mais voilà, enfin, Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que ces frontières internes, cette intra-group diversity, cette différence intra-arménienne, elle est partout, mais on voit bien en fait que ça change. On voit bien que ça change. Le curseur, il va être mis, il va être mis ailleurs selon la période, selon le sujet. Qu'il y a des moments où on va activer la solidarité, à un moment donné, on va activer les divergences. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant aussi, et de voir aussi à quel moment il va y avoir euh, que cette fragmentation, elle va être utilisée, instrumentalisée ou mise en scène, et à quel moment, au contraire, on va mettre en scène un discours plus unificateur, plus pan-ethnique d'une certaine manière, pan-arménien, vous voyez. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Mhm. Oui, oui, tout à fait, tout à Mais fait. donc là, effectivement, pour répondre à ta question, c'était plutôt, j'ai essayé de découper la chronologie, C'est ça, même oui. si, bah, évidemment, ce que je veux dire, c'est par exemple, là, je dis Haïrena Darts, bah, il y en a qui, dans les années 2000, il y a aussi des Haïrena Darts qui rentrent, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'était pour dire les tendances lourdes. Alain, you have a question. Thank you. Merci pour ce super exposé. Moi, je voulais te poser une question. Peut-être que, pardonnez-moi, je suis arrivé un peu en retard et tu l'avais peut-être exprimé auparavant. Dans le même moment, dans ces années-là, on voit les communautés juives, notamment dans Orange County, par exemple, qui ont ce même problème, qui s'attendent à avoir une centaine de juifs de l'Union soviétique et va arriver un flot incroyable. Je crois qu'ils avaient décidé dans ces années 88-89 de débloquer, je crois, 20 millions de dollars de fonds privés, hein, les associations juives. Est-ce que les associations arméniennes ont été contraintes ou ont souhaité ou ont participé financièrement à cet accueil? Alors, avant de répondre à ta question, je vais juste dire que, par exemple, quand on regarde la littérature, enfin, les études de cas qui ont été faites sur la communauté juive, on voit aussi les mêmes choses qui se disent sur les juifs soviétiques et ex-soviétiques. On va dire qu'ils sont mafieux, on va dire qu'ils ne s'intéressent pas aussi à la religion, on va dire qu'ils ne s'intéressent pas à la culture juive. Il y a en fait les mêmes, on retrouve ces mêmes discours, hein. Donc c'est pour dire que finalement ces mêmes frontières que nous on commente dans le monde arménien, voilà, elles émergent aussi dans d'autres cas. Et donc pour répondre à ta question, non, justement, en fait, alors, ce qui se passe, c'est que les fonds en fait débloqués, c'est que dans le cas de l'accueil des réfugiés aux États-Unis, est porté pour beaucoup par donc les États et par des associations. Donc en fait, de facto, il y a eu des associations arméniennes qui ont été très mobilisées pour ça, de facto. Idem pour les cours de langue, hein. De facto, ça a été beaucoup d'Arméniens qui ont donné des cours de langue, qui ont accompagné les uns et les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, je ne peux pas te dire un déblocage Oui. je ne connais pas d'association qui a débloqué, mais je sais qu'évidemment, il y a des associations qui ont tout à fait participé avec du personnel, avec des dispositifs pour aider en fait ces nouveaux arrivants. Mais ce qui est intéressant, c'est que la presse états-unienne, elle a mis en scène les divergences, voilà, elle a instrumentalisé en fait ces divergences-là, et bon, ça c'est intéressant aussi. Elle Merci, a Annie. activé ces discours de frontières intra-arméniennes. Khatchig.
même si je comprends le français, je ne peux pas exprimer des idées compliquées en français. Alors, je vais parler en anglais et j'espère que vous pouvez me comprendre. On va vous comprendre. Je voudrais ajouter que dans la communauté d'origine d'Arménie, on parle souvent, en anglais on dit bitterly, je ne sais pas comment dire bitterly en français, Amèrement, amèrement. que les DP, quand ils sont arrivés de 1950, 1950, they were received with money, with legal aid, with love, but they come from Armenia and they are regarded as only as mafiosi. You hear this personally all the time. That's number one. Number two, a completely different thing that I think would interest you, Anush. There was a study published by a Jewish Canadian scholar about Israeli women immigrants to Canada. Because there is steady emigration from Israel. We know only of Aliyah, of the return, but annually 40, 50, 60,000 Israelis leave Israel. And what was said there in that article was parallel to what I have heard from Armenians who have emigrated from Armenia. The Israeli Jewish women said, it all works for our husbands. They're making more money. They're happy here. But I have lost all my women friends who used to help me. I am told all the time that I must teach my children Hebrew. When we were in Israel, I didn't have to work teaching my children Hebrew. They keep telling me I must raise them as an Israeli. So the women complained that all of the social supports that help them be mothers and wives have been abandoned, and it's the men who are getting all the advantage. You can hear this among Armenians in Los Angeles also. It's a parallel experience that immigration is not equally beneficial to. Tout à fait. Absolutely, Khatig. Et d'ailleurs, en fait, dans mes entretiens, je l'ai vraiment vu, surtout par exemple en Arménie soviétique. Je crois que plus de 90% en fait des femmes travaillaient. Et en fait, quand elles immigrent aux États-Unis, il y en a beaucoup qui n'ont pas travaillé. Et elles n'ont pas travaillé pour garder les enfants. J'en ai aussi plusieurs. J'étais très étonnée de découvrir aussi ça. Il y a plusieurs qui disaient qu'elles ne pouvaient pas travailler parce qu'il fallait sans cesse accueillir des gens de la famille. Et donc, en fait, dans les années 80, il y avait toujours des gens qui venaient, qui s'installaient 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, il fallait que quelqu'un s'occupe de tout ça. Et enfin, plus que Hura Sirel, en fait, c'était vraiment toute une organisation. Et donc, on comptait sans cesse sur les femmes. Donc, il y a des femmes qui m'ont dit qu'elles n'ont pas pu aller à l'école ou elles n'ont pas pu bénéficier de dispositifs auxquels elles avaient droit, du fait de responsabilités familiales. Et you use the word bitter. J'ai ressenti aussi beaucoup de bitterness chez les femmes. Et pareil, vous parliez aussi de l'entourage. Plusieurs femmes aussi donc d'Arménie m'ont dit qu'en Arménie, l'entourage, c'était très important, c'était tout. Et effectivement, en arrivant aux États-Unis, certaines ont été extrêmement isolées. Donc, je retrouve ça dans plusieurs des expériences. Par contre, ce que je n'ai pas compris par rapport aux DPs that you were saying, vous disiez que who is bitter pour les DPs? The Armenians who have come since the 1980s from Armenia, voilà. We are not received the way they were received. Ouais. Ben, en fait, on l'a vu. En fait, quand les DPs ils arrivent, il y a un dispositif, un héros qui fait la tournée des États-Unis pour récolter des sous. Il y a 62 antennes de l'ANCHA. Il y a une mobilisation. Il y a un livre qui se fait. Il y a un visage. Et donc oui, effectivement, ils arrivent comme des héros. Et là, on n'est pas du tout dans le même discours. Tout à fait. And I want to add that it is absolutely everything you said about George Mardikian is true, but many Armenian accounts emphasize George Mardikian and neglect Suren Saroyan. Oui, tout à fait. Ah oui, Suren Saroyan was very important. Absolutely. Effectivement. Mais c'est sur le nom de Mardikian que l'association a capitalisé. Mais vous avez tout à fait raison. En fait, il n'était même pas l'instigateur, hein, mais tout à fait, tout à fait. It's interesting because Saroyan is related to William Saroyan's family. He's a Fresno Armenian who became a very important attorney. And all the legal issues were actually solved by Saroyan. Mardikian was the face. I don't know. La voix et le visage, tout à fait. Yeah, right. Tout à fait.
PR des DPs. He was very well connected. Because of his restaurant, as you say, in those days there were not many restaurateurs who were heroes in America. It's the country of the hamburger, not of the rest. So he actually was incredibly well connected, especially to rich people. He used to go to their special retreats and used to propagandize the Armenians. He's a unique figure in a way. Tout à fait. C'est vraiment un personnage intéressant, ouais. Yeah. Et If no one else wants to say something, or I think Daniel did. Sorry, I won't talk. Daniel, no? Yes, you read my mind. Yes. Oui, je vais peut-être switcher en français. J'ai plusieurs questions. D'abord, une première, c'est, je crois que vous avez établi des questionnaires, c'est-à-dire vous interviewez des gens à travers des questionnaires. En fait, je les ai rencontrés. Donc ça, j'ai fait mon terrain entre 2017 et 2019 et j'ai rencontré une centaine de personnes et j'ai fait des entretiens longs entre 1 heure et 5 heures. Et la plupart des entretiens, ils étaient chez les gens. Et moi, j'avais j'ai rencontré, je m'étais fait en fait par des cadres. Je voulais des gens des 40, dans les années 50, dans les années 60, voilà, j'ai fait comme ça par des cadres, par décennies, voilà. Et j'avais 3 groupes. J'ai le groupe Hastansi, le groupe Iran et après le groupe le reste du monde. Et c'est dans ce groupe-là que j'ai aussi une variété de gens, en fait, donc j'ai fait par. Hein, et j'ai à chaque fois ciblé exprès des parents en me disant que ça va me faire gagner du temps, que je vais pouvoir interroger au moins 3 générations. Parce qu'en fait, les gens me parlent de leurs ancêtres et ils me parlent aussi de leurs enfants ou de ce qu'ils ont fait, vous voyez ce que je veux dire, est-ce qu'ils ont inscrit leurs enfants à l'école ou pas, etc. etc. Donc, je leur posais des questions sur ça. Donc, en fait, je leur pose des questions à la fois sur leur trajectoire d'immigrés, comment ils sont venus, pourquoi ils sont venus, mais c'était très intéressant, c'est que souvent, sans que je le demande, évidemment, le récit, il commence bien avant leur immigration. Ils me racontent leurs ancêtres, ils me racontent le village de leurs aïeux, pardon. Oui, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis, bah, je suis chez les gens, donc à chaque fois, on apporte à manger. Donc, on va parler, il y aura des anecdotes. Quand je suis chez eux, il y a des gens qui arrivent. Donc, en fait, mes entretiens, ils ont été vraiment enrichis par tout ce contexte-là. Alors, j'ai eu quand même quelques entretiens qui ont été faits dans des cafés, mais très peu. Voilà. Sinon, la plupart, c'était au domicile des gens. Si Enfin, je je ne sais peux- pas si j'ai répondu à la question, en fait. Oui, oui, merci. Je comprends un petit peu votre travail de recherche, analytique en tout cas, enfin de recherche avec des entretiens. Mais si je peux poursuivre, Anaïd, ma question, moi je serais très intéressé à comprendre un petit peu mieux le regard que les Arméniens installés aux États-Unis, mais qui viennent de l'Arménie actuelle ou de l'Union soviétique. Donc le lien, une fois qu'ils sont installés, ils ont leur vie, ils gagnent leur vie, donc bien leur vie aux États-Unis, ils sont Ou installés. pas, bien ou pas. Il y en a qui ne gagnent pas bien leur vie. Oui, mais en tout cas, ceux qui gagnent bien leur vie, euh, je serais intéressé de savoir quel est le lien qu'ils cherchent à avoir avec l'Arménie. Je sais par exemple que bon, il y a en tout cas un journaliste tchibourchian qui fait euh, des, des enfin, il a une chaîne YouTube, et puis il y a des chaînes de télévision qui sont partagées entre l'Arménie et la Californie. Par là, c'est des coins que je ne connais pas bien. Donc, je serais très intéressé à savoir euh, quel lien est-ce qu'ils essayent d'avoir avec l'Arménie et quels sont je dirais pas préoccupation, mais leurs souhaits, par exemple. Alors, bon, il m'est difficile de vous répondre, mais en fait, une chose en fait, qui m'a intéressée, c'est que très souvent, les co-ethniques, c'est-à-dire les non-Hastansi, disent des Hastansi qu'ils ne s'intéressent pas
à l'Arménie, ils ne s'intéressent pas au homeland, qu'ils ne, vous voyez, enfin, ils sont tout le temps taxés, voilà, de pas s'intéresser à ça et de ne pas être de bons, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, diasporiques. Mais en fait, dans les entretiens, moi j'ai découvert une très grande variété en fait de pratiques. Vous avez plein de gens qui font des choses de manière tout à fait informelle, des gens qui gardent 50 ans après, qui gardent contact avec leurs collègues et qui continuent d'envoyer de l'argent à leurs collègues, qui continuent d'envoyer de l'argent par exemple à leurs camarades de classe. Vous avez des gens qui vont envoyer du matériel, qui vont parrainer des villages qu'ils connaissent. J'ai rencontré une dame qui m'avait raconté que que dans les années difficiles, les années 90 difficiles, avec ses amis, ils avaient décidé de mettre en commun une caisse. Chaque mois, ils mettaient un peu d'argent et ils allaient donner à une famille d'Arménie qui n'avait pas de lien avec l'étranger, en fait. Vous voyez, donc, mais ça, c'est tout à fait informel, en fait. On ne le sait pas, il n'y a pas une association qui porte. Ce sont des dynamiques tout à fait voilà, enfin, informelles. Et donc, ils ont fait ça pendant plusieurs années. Vous avez aussi des gens qui ne peuvent pas rentrer en Arménie pour plein de raisons. Il y a les histoires du service militaire. J'ai aussi plusieurs de mes répondants à Astansi qui m'ont dit qu'une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas rentrer, c'est que rentrer en Arménie, ça leur coûte trop cher. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que lorsqu'ils rentrent en Arménie, il faut aussi qu'ils fassent des cadeaux. J'ai été très étonnée de découvrir. Alors, comme à chaque fois, on me disait, Neverner, je disais, mais enfin bon, au bout combien peuvent coûter ces cadeaux pour que ça vous empêche d'aller en Arménie? Et donc, en fait, j'ai des gens qui m'ont dit que ça pouvait coûter entre 6 000 et 12 000 $ de cadeaux. Donc, c'est des cadeaux extrêmement généreux qu'ils font. Hein, donc, certains ne rentrent pas parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire tous ces cadeaux. J'ai un de mes répondants qui a dit que ça, c'est ce qu'il appelle la taxe d'émigration, en fait. En fait, il a émigré, sa famille, elle est restée. Donc, en fait, la taxe, c'est qu'il doit envoyer de l'argent. Mais donc, du coup, ça pèse aussi sur sa vie et puis sur comment il peut... Voilà. Alors après, bon, vous parliez vous parliez de télévision, etc., etc. Oui, enfin, là, moi, je peux pas prétendre à l'exhaustivité. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une grande variété et que c'est beaucoup plus varié que ce qu'on ne le pense, en fait. Voilà. May I add something? I would add that in talking with people from other diaspora groups, you can find people who are in exactly the same situation as the Armenians from Soviet Union and say the same things. One of them said, who was from Ghana, very upper class, and he said, you know why Africans never become serious capitalists? We have so many relatives to whom we send money that we can never put together enough capital to do something really serious. Years later, through an Armenian American woman I knew whose parents were from Armenia, she said almost the same thing, that you cannot save capital because you have to take care of people, you have to send money to people, you have to bring presents, des cadeaux to people, and you cannot gather together enough capital to get out. Exactement, voilà. It's amazing. Similarity, the parallel is amazing. Ce qui a été aussi commenté beaucoup, c'est le fait que les Arméniens soviétiques, ils n'ont pas cette pratique d'une organisation plus formelle, qui était en fait traditionnellement la manière de garder le lien avec le homeland en fait des autres Arméniens. Donc eux, ils ne rentrent pas en fait dans ces institutions. Et alors est-ce que c'est une question de pratique? Il y a aussi des gens qui disent I cannot afford to, parce que ça coûte de l'argent de participer aussi à toutes ces manifestations. À chaque fois que vous avez un dîner, il faut payer, etc., etc. Ça coûte aussi en termes de temps. Et donc j'ai plein de personnes qui m'ont dit que je ne peux pas me permettre, je n'ai pas le temps en fait de participer à toutes ces structures. Donc en fait, participer aussi à toutes ces activités-là, ça demande du temps et de l'argent que tout le monde n'a pas. Voilà, il y a ça aussi. C'est vrai, mais même s'ils ont l'argent, ils n'ont pas l'habitude des institutions.
bâtir ou de travailler dans les institutions. Il ne comprend pas. I don't understand it. They understand family, they understand friends. They don't understand institutions. The only other large thing they understand is governments. The resistance is amazing. I have had students recently who are the first generation of parents who immigrated in the 70s and the 80s, who are making money and who are making taking delicate steps towards understanding how to work in institutions. But it's been 50 years, 2 generations. Oui, j'ai rencontré plusieurs, en fait, des jeunes, des 1.5 generation. Donc, ça veut dire des enfants d'Arménie, en fait, qui ont été éduqués aux États-Unis. Et eux, effectivement, ils rejoignent des structures plus naturellement, on va dire, effectivement. Dans l'une de tes premières slides, Anouche, Oui, tu avais l'ensemble des pays originaires. oui, 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 Et à un moment, il y avait la Turquie, n'est-ce pas? oui, Il y avait des gens de Turquie. oui. Mais voilà, c'est un vrai problème parce que est-ce que ce sont des gens qui seraient de la diaspora, ceux issus de Turquie, alors que précisément, voilà, on était tous issus de cet empire ottoman pour très grande part, pour ceux qui sont en diaspora. Alors, comment tu traites cette ambivalence? Pardon, en fait, Araxé, en fait, là, je me suis basée de manière extrême. En fait, j'ai regardé dans le recensement américain, oui, j'ai d'accord. regardé les gens qui se déclarent arméniens. Alors ça aussi, il faut que vous le sachiez, c'est que depuis 1980 qu'on a cette possibilité-là dans le recensement, mais c'est optionnel et c'est chacun déclare ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, based on that, j'ai regardé la part donc des gens nés à l'étranger qui se disent arméniens, et là-dedans, j'ai regardé les origines nationales. Et là, je vois Turquie, en fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai construit ce tableau, tout simplement. Mais évidemment que le recensement, c'est une photo qui manque de nuances, qui a tous ses défauts, mais qui peut quand même aussi, voilà, qui traduit quelque tout de même. Mais voilà, je sais que les chiffres du recensement sont sans cesse discutés avec Khatchig, on est dans des boucles de collègues aussi qui commentent ce recensement. Pour poser autrement la question, est-ce qu'on pourrait dire qu'un Arménien actuellement en Turquie ou issu de Turquie est un diasporique? Tu vois? Est-ce que c'est… Là, j'ouvre la question à tout le monde. Oui, oui, non, mais à partir du moment où il a quitté la Turquie, de toute façon, oui. c'est ça. Parce qu'il qu'il a quitté aux États-Unis, il est diaspora. Ou que ce soit Oui, oui. Après, ta question, c'est s'il est en Turquie. S'il est en Turquie. Mais là, c'est pas Oui, c'est ça. Et les Arméniens de Turquie, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils s'organisent aussi beaucoup autour des écoles, les associations d'écoles. C'est intéressant. Pardonnez-moi, mais pourquoi serait-il diasporique? Why it could be it has to be diasporic? Why an Armenian living pourquoi un Arménien vivant en Turquie serait-il diasporique? Mais on ne parle pas de ceux qui vivent en Turquie, on parle de ceux qui sont venus aux ceux qui États-Unis. émigrent, c'est pareil. Oui, oui, mais je crois que madame posait la question des Arméniens qui étaient d'Anouche. C'est Oui, l'échantillon d'Anouche. ça. Donc là, la question se pose. Khatchig? The majority, I should say, first of all, that in Los Angeles, there is a Bolsahayutian Mutun, a union of the Armenians, and where you can talk to people and what they think. But when you're in Istanbul and you ask, this was my last time in Istanbul was in 2016, and you ask people who have national consciousness, who have come to talk to me about diaspora, are you a diaspora? They say, what do you mean? We're not a diaspora. We are living in the country where our ancestors were born. One person I asked, are you a diaspora? And we were walking to the oldest Armenian church in Istanbul. And that church was built 2 years before the Ottoman Empire conquered Istanbul. He said, we were here before the Turks were. How can we be diaspora? So in general, they refuse to think of themselves as a diaspora. I think that there is the question, it's an old question in the social sciences, especially in anthropology. When you talk to the natives, I don't know, a tribu in the Amazons or the Armenians of Istanbul, you ask them what they think. As a researcher, as a scholar,
You are not obligated to simply accept their answers. You are obligated to report their answers truthfully, and then you make your own judgment. And we are at that point. We are divided. There's what the natives say they are, and there's what analysts and scholars say they are. And there are two different opinions. The person, it's interesting, the person who now holds the endowed chair at the University of Southern California, Hrag Papazian, he is himself from Beirut originally, PhD Oxford. I know Hrag's work well. He worked in Turkey, and he is the person most familiar with the detailed ways in which people think of themselves as diaspora or not. But he has not published anything about it, to my knowledge. He has also traveled throughout Turkey to places like Sivas, to places like Malatya, to places, so that he has interviewed people who are in the interior of Turkey. And for some of them, to go to Bolis is to go to diaspora. So it's very, very complicated. But there is definitely what Alain is suggesting. There's definitely a split between the native people, so-called, and how they think of themselves, not a diaspora, and people from the outside who are scholars. And the majority of the people who are in Turkey do not think of themselves as a. I would bet money on that. Yeah. Yes, obviously pardonnez-moi, ils se vivent eux-mêmes comme évidemment faisant partie d'une minorité, mais d'une minorité nationale. Ils ne se vivent pas comme en diaspora. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ils se vivraient en diaspora. Ce que Khachik soulignait dans et ça existe depuis le 19e siècle en fait, quand les Arméniens d'Anatolie venaient à Istanbul, ils se vivaient évidemment comme des déplacés. Se considérait-il comme une diaspora? Je ne peux pas prendre la place d'un des grands spécialistes de la diaspora, mais je crois qu'il faut prêter attention aux significations du terme diaspora. Tout n'est pas une diaspora. And you know there are debates, but the Armenians who came from the provinces to work in Istanbul, and there were hundreds of thousands of them, you know, they spoke of themselves as Bantucht, which is not the same thing. Which is not. I think we just have to accept that there is a terminological confusion and disagreement. And each time you speak, you have to say, I use the term in this sense. Je réponds à la personne qui écrit sur le chat, pardon. Vous parliez de Hrag Papazian, on l'avait invité l'année dernière pour notre colloque à Paris, et à la dernière minute, il a dû se désister pour des raisons personnelles. Il a eu un enfant, mais voilà, donc son travail est tout à fait passionnant. Donc effectivement, Araxi, peut-être que tu pourras aussi trouver quelques pistes dans son travail. Oui, merci. Et oui, en fait, pardon, les Arméniens d'Istanbul, de Los Angeles sont extrêmement actifs. J'en ai interviewé quelques-uns. Donc oui, tout à fait. C'est une vaste question. À Los Angeles, ils sont une spurque en diaspora d'Istanbul. Oui. Bon. Let me ask Anush a question. I will first say that there is one study that I know of done by a American Jewish scholar of the solely of the Quebecois Francophone province of Canada. And what he studied were the Jews who came from 1900 to 1945, who were overwhelmingly Ashkenazi Jews. And then he studied the Sephardic Jews who came after 1962, when the Franco-Algerian struggles, 54-62, they were over, and hundreds of thousands of Jews left, and many, I'm sure, you know, many of them in France, but there was a number of them that came to Quebec. And the Quebecois government welcomed them because they were Francophone. And for the Quebecois government, that is more important than anything else. They favor Haitian Black people because they're Francophone, very important. And so the question became, between 1961 and maybe 2000, for 40 years, what happened to the Sephardim when they came? And the first generation, completely apart. The Ashkenazim had contempt for the Sephardim and vice versa. The Sephardim thought the Ashkenazim were practically not Jews. They had forgotten the religion. And he ended his long article by concluding that only now, so after 40 years, is there an approximation
between Sephardim and Ashkenazim, but it looks like in another generation, the union of two will be complete. There has been no comparable study that I know of about Armenians from Soviet and post-Soviet Armenia and the others. It would be fascinating if somebody could do it. I'm just too old to engage in that. I don't know Moi, that I'm thinking that language, for instance, could be a good place where to start. Parce que, alors bon, moi, je peux pas étudier ça. Je sais pas, Naïd, si tu peux nous dire si des gens étudient ça, mais la langue, par exemple, c'est fascinant. À Los Angeles, il y a des Harnourt. Rien que moi, dans mes entretiens, ça se mélange. Et on voit après qu'il y a des emprunts de tous les côtés. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, aussi. there is one linguist. Shoshan Karapetian. Ah, voilà. Anaïd, you say it. Yeah, go ahead. Yeah. Shoshan Karapetian, elle travaille beaucoup là-dessus parce qu'elle-même, en fait, elle est née en Arménie, mais elle est arrivée ici petite. Donc, Ici, aux voilà. États-Unis, tu veux dire. À Los Angeles, pardon, oui. Et en fait, elle a des enfants qui sont nés à Los Angeles et qui naviguent parfaitement à l'aise entre les deux variantes, qui sont capables de switcher quand ils veulent. Et Shoshan, enfin bon, on a des approches très similaires, mais elle a publié beaucoup de choses sur The Armenian as a Burden, how to teach How do I my teach children my broken my kids Armenian? Voilà. Et donc, elle a une approche très saine de cette question de la langue et notamment, elle a aussi une chaîne avec des vidéos qui s'appelle Language Therapy with Dr. K. Donc, elle a beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de finesse. Elle est vraiment excellente. Et elle connaît vraiment très, très bien cette réalité. À la fois aussi le double système des écoles, c'est-à-dire il y a tout le système à tradition occidentale qui cherche à intégrer des Arméniens d'origine orientale avec plus ou moins de succès. Il y a aussi les classes en immersion qui ont été créées à Los Angeles dans les établissements publics, en fait, et qui sont, eux, uniquement en Arménie orientale, qui sont destinés vers ces Arméniens-là et qui, justement, en fait, ceux qui vont aller dans les écoles de la diaspora, les écoles arméniennes, en fait, privées, bah, ils vont avoir tendance à plus s'adapter à cette culture diasporique et justement à l'habitude de participer à la vie des associations et tout ça, parce que quelque part, ils vont, voilà, ils sont en contact avec la diaspora locale. Donc, après, selon les individus, selon leur temps, selon tout ça, ils vont le faire ou moins. Mais disons, ils commencent à être sensibles à cette culture. En fait, vous savez, on a un petit peu cette expérience aussi au sein du Master IMAS. Le Master international en études arméniennes qui réunit des étudiants du monde entier de la diaspora. Et donc, comme la plupart des enseignements sont en Arménie occidentale et que c'est tourné vers l'Arménie occidentale, la majorité de nos étudiants sont des étudiants de la diaspora occidentale historique. Mais en fait, on a toujours des candidats qui sont locuteurs d'arménien oriental et on en accepte toujours quelques-uns, on essaye de garder une proportion et ils sont tous, alors souvent ils sont déjà ailleurs qu'en Arménie. Là, parmi les derniers diplômés, lundi on a eu la remise des diplômes, on en a une qui est de Toronto par exemple, mais qui est originaire de Gyumri, une journaliste. Dans la promotion actuelle, on en a une qui est à Moscou, on en a une qui est à Alicante. Et une qui est en Arménie. Donc, en général, on a à peu près 3 par an. Et en fait, ces étudiants-là nous disent que pour eux, c'est une découverte fantastique d'être en contact parce qu'il y a une vraie, même si c'est complètement une formation à distance, il y a une vraie vie de classe. En fait, ils communiquent vraiment entre eux, ils travaillent en groupe. Enfin, on fait en sorte qu'ils fassent le plus possible de choses ensemble. Et ils disent vraiment que c'est pour eux, en fait, ils vivaient dans un monde parallèle, quoi, même ceux qui vivent en diaspora. Et ils découvrent la façon de penser, et c'est vraiment, ils considèrent que c'est une expérience très positive pour eux. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, le fait de créer ces occasions-là. Donc, il y a quand même des gens qui font les ponts entre ces deux façons de vivre, mais c'est clair qu'au départ, il y a quand même un certain fossé qui les sépare. Oui.
Oui, en termes de priorité, oui, c'était très bien vu de dire que pour les Arméniens d'Arménie, c'est la famille, le clan, en fait, hein, alors qu'en fait, ben, un peu comme, enfin, un peu comme quand les rescapés du génocide ont commencé par vivre aussi entre Haïren Agitz, enfin, de la même région, hein. Les gens du même village s'installaient dans les mêmes quartiers et donc il y avait une sorte de solidarité qui vivait entre eux et les institutions, elles n'étaient pas aussi solides qu'elles sont maintenant, même si dès le début, il y a eu des volontés, parce qu'à cause du fait que dans l'Empire ottoman, il y avait la tradition d'avoir des institutions communautaires, donc en fait, comme au Liban, il y a une répétition de toutes les institutions de l'Empire ottoman. Ils ont essayé de les faire, mais au début, elles n'existaient pas. Donc, effectivement, chez les Arméniens soviétiques, entre guillemets, il n'y a pas cette tradition de la société civile, en fait, enfin, la notion d'association, quoi, qui soit pas, puisque c'était un pays très centralisé. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas la culture de la vie associative. Ils n'ont pas le réflexe. Pardon, oui, Rachid. I do not know if there is a discipline that studies, that tries to create a taxonomy of connections. I will give you an example. Twice I've had Armenians from Soviet Armenia, post-Soviet Armenia, who are in America, say to me, of course, my family is Vanetsi, from Van. And there are many, many, many Vanetsis in Hayastan because the population of Van survived the genocide. Okay. And both of them, quite different people, complained, but there's no organization of Vanetsis here. I said, no, I think there's a Vanetsi organization. Oh, those are people who came before 1915. I mean, there's no Vanetsi Armenians. That's one. The opposite is one of the last Armenian student I taught from LA, who was at my university at Wesleyan, who just 2 days ago, I got an email from her saying her grandfather, about whom she had spoken to me, died, and she is going back. She doesn't say Armenia. She says, I'm going back to Armavir. Armavir is a region. And when you talk to her, she doesn't talk about Yerevan. She talks about Armavir, Hogdemperian, Echmiadzin, which is her region. So there are these local connections. I have had several Armenians from Armenia talk about how they're from either Leninagan or from Gyumri. I am fascinated by the degree to which there are Armenians from the former Soviet Armenia, especially, who are connected to a region more than they're connected to Hayastan as a whole. But we don't have the taxonomy, and we don't have the enough accounts. What I'm telling you is from personal experience. It's not enough. You need hundreds of interviews before you can generalize. But I wonder how much Soviet and post-Soviet Armenia exist for Hayastansis. And Anush, this is a question obviously directed at you, who think of themselves not primarily as from the Republic, but from regions within the Republic. Do you have a sense of that geographical attachment? I'm not going to answer this question, but something that I thought was funny when I was interviewing one of my interviewees. He arrived in the 90s. He was a teenager, and the question that I asked him is, what was the first cultural shock you had when you first got to Los Angeles? So I thought, he would tell me something about LA, and he said it was the first time that I heard that I met Yerevansi. It was the first time that I heard their barbar, and I was shocked. And so this guy is from Gyumri. So I think that this answers your question. I mean, it illustrates your point. There's a restaurant for Gyumretsis in West Glendale. When you go there, you think that you're back in Lerinagan or Alexandropol. They're so dedicated to Gyumri. We know that there are regionalizations. I just don't know. The thing is, it's fascinating to me personally to hear their commitment to their regions. I do not know whether it has any social, political, philanthropic consequences in the life of the larger community. In certain communities, you can see it. There are Syrian Armenians who say, I was born in Halab, in Aleppo. No, I'm not from Halab. No, I'm not from Sham. I'm not from Damascus. I'm from Qamishli. They insist. But again, I do not know if these intensely felt personal commitments
have consequences in the community's larger life today. Comment est-ce que les régionalismes se transplantent et comment ils se transforment? Moi, c'est fascinant. Ouais. Et je parle sous l'égide d'Anaïd et de toi et de Khachik aussi. Mais je crois qu'en France, c'est un peu la même chose. Moi, je me souviens de l'enfance où on posait les questions, ou des raties, c'était Boursatiem, Vanetiem. Je crois que cette régionalisation existait, non? Si je m'abuse, Anaïd, dans les premières générations, c'était une région. Partout. On venait d'une région, en fait. On était issus Bon, d'une enfin, Ben, les gens encore qui maintenant, sont... oui, tout à fait. Parce que, par exemple, moi, Oui. dans mes entretiens, quand je demande aux gens, parlez-moi de votre trajectoire, moi, je pensais qu'ils allaient me dire, I was born in, Lebanon, I was born in... Ils me disent l'origine des ancêtres. On a plus l'impression que c'est encore les vilayets ottomans qu'on nous resserre, en fait. Oui, oui, bien sûr. Euh, Bah, il y a quand même encore une identification pour les gens qui sont encore dans le circuit arménien, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas un peu éloignés des modes de pensée arméniens. Je pense que c'est toujours présent. Ça, ouais. Chers amis, il va falloir peut-être qu'on cesse cette séance. En tout cas, En tout merci cas, beaucoup merci. de votre écoute et de vos super questions. Khatchik, j'aimerais bien que merci vous à... donniez les références là aussi là, des scholars canadiens. Pardon. If you write me a note, I will try to look them up. You will try to answer my email. I will really, I really will. I will look through all my emails to see what I've lost. Okay, thank you very much, all of you. En tout cas, merci à Anouche pour l'exposé. Merci beaucoup à tous ceux qui ont enrichi la discussion. Merci à Khachik pour cette présence très précieuse. Je voulais signaler que la prochaine séance, nous aurons Danieliane qui est ici Présent. et qui va, tu es bien géologue, hein, Daniel, tout à coup, je n'ai Absolument. pas révisé ma fiche. Ouais. Voilà, qui est géologue à l'Université de Lille et qui va nous parler rappelle-nous ton titre. Ah, je me rappelle plus. Je crois que Bon. c'était Tourisme, la il y a du géologie, tourisme. Et le tourisme. géoconservation et géotourisme en Arménie. Voilà, c'est ça. Et je vais essayer de le faire très vulgarisé, ok? Et ça Ah sera ben, plus court que celui d'Anouche. Pardon. OK. Et donc ça, ce sera dans un mois. Ouais. Exactement. Enfin, ça Et doit être le après, 10 avril. après en mai, on a prévu Boris Adjemian et après 6 juin, Et c'est le la journée 6 des... juin, c'est la journée d'études arméniennes. Et je vous ai remis dans les chats l'adresse de la chaîne YouTube de la Société des études arméniennes où en principe on met tous les séminaires. Alors voilà, on est débordé, des fois on peut oublier, des fois ça peut prendre un peu de temps. Vous pouvez nous le rappeler s'il faut en disant mais où c'est la dernière séance, on ne le trouve pas. Et voilà, c'est Shahan et moi qui nous occupons un peu de tout ça. Et donc, il y a la chaîne YouTube et on met aussi un lien sur le site étudearménienne.org, le site de la Société des études arméniennes. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.